Pour intégrer l'idée d'un support de conscience, il est très utile de raisonner un modèle de fonctionnement pour intégrer sa structure spatiale et se positionner. Le logos radical d'une conscience en synthèse informatique peut se comprendre en formalisant cette conscience par une sphère, centre mobile de l'intelligence analytique décisive dans son champ d'évolution dédié sous forme de tore contenant sa propre mémoire. Sur ce modèle, comme pour le comportement du matériel biologique cellulaire génétique, quasi-mitose-méiose, nous pouvons faire une transposition de cette mécanique pour les supports de conscience. Comprendre la manifestation matérielle spatio-temporelle individuelle grâce au logos des champs de conscience. Comprendre les champs comme des zones, espaces dédiés à l'information matérielle et mémorielle de chaque individu conscience. Comprendre la nature des interactions dans leur zone d'action dédiée. Le tout faisant partie du champ originel de soi non personnalisé. Soit, loi du roi qui fait foi pour toi et moi. Avant de vous présenter ce modèle avec son diaporama, avec cette petite animation qu'on a fait artisanalement, bien sûr, avec les moyens du bord, c'est-à-dire des logiciels assez simplistes, donc vous excuserez la forme qui est peut-être primaire, mais en tous les cas, elle est normalement assez explicite. Donc si vous ne comprenez pas certains points, n'hésitez pas, évidemment, à poser des questions. On va aussi définir, avant de lancer le diaporama d'explication, d'où nous vient ce modèle. Et là, j'insiste bien, toutes les vidéos qui ont été réalisées auparavant, comme on l'a dit aussi la dernière fois, étaient assez difficiles pour nous à réaliser, dans le sens où on s'appuie de cette conscience de ce modèle pour expliquer des choses qui, tant qu'elles n'étaient pas matérialisées par un modèle et expliquées par des géométries, des fonctions, un support, ouais. Voilà, un vrai support, prenaient beaucoup de difficultés à être exposées. Donc ça semblait assez abstrait. Voilà, abstrait, ésotérique et tout ce qu'on peut mettre derrière. Alors que grâce à ce modèle, vous allez voir que ça prend une intelligibilité beaucoup plus importante et une explication évidente. Petit résumé, là aussi très rapide, pour ceux qui nous connaissent donc à travers nos vidéos, vous savez d'où nous vient ce modèle, mais pour tous ceux qui atterriraient là par hasard, on va très succinctement faire un résumé, à savoir que nos recherches sur la compréhension de ce qu'on faisait dans ce monde, l'existentialisme, ça pourrait s'expliquer avec ce mot-là en philosophie, mais là, pour déterminer le cadre des grandes questions que nous nous sommes posées, elles ont été à un moment obligatoire pour nous, puisque nous avons été confrontés dans notre vie à ce qu'on peut appeler des synchronicités, d'une teneur tellement énorme, et donc un véritable contact, on va dire, et une véritable interaction avec un monde métaphysique qui nous a obligés à nous poser des questions tout à fait physiques et cartésiennes, hein, c'est tout à fait ça. C'est ça. C'est-à-dire c'est pas avec un pendule ni une boule de cristal, bien qu'on ne dénigre pas ça aussi, parce qu'on expliquera pourquoi ça a du bien fondé de quelquefois connaître le monde un peu bizarre qui se cache derrière ce qu'on appelle donc la métaphysique. Mais pour notre part, c'est une approche absolument cartésienne qui s'est faite à travers cette discipline-là. Partant du fait qu'il fallait expliquer que dans la matrice, donc dans notre vie, là, sur cette terre, dans ce scénario que nous vivons, des choses arrivent avec une certaine logique d'intelligence pour communiquer avec vous et qui vous font comprendre, et ça on y reviendra dessus par rapport aux synchronicités, et qui vous font comprendre que tout peut être déclenché par quelque chose qui se trouve ailleurs. Donc on est bien obligé à un moment de se poser la question, qu'est-ce que ce ailleurs? Qui est-ce qui les déclenche? Et dans quel but? Voilà.
Voilà. Donc c'est les questions, on va dire les 3 questions principales que nous nous sommes posées au début des pérégrinations, on pourrait dire, de notre vie par rapport à ce qui s'y est passé. Donc on ne rentrera pas dans les détails cette fois, mais on aura l'occasion d'y revenir. Ce modèle est né, si on devait en parler philosophiquement, d'un raisonnement inverse à la science. C'est-à-dire que d'habitude, on part d'une constatation des effets de quelque chose et on essaie de trouver comment ça marche. Nous sommes partis de la causalité, c'est-à-dire pourquoi on se retrouverait là. Et en partant de cet état de fait, de ce que nous vivons, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui serait la source idéale du scénario qu'on est en train de vivre. C'est bien là le travail qui a été fait, c'est d'idéaliser ce pourquoi on viendrait souffrir ici, en comprenant qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Puisque nous on sait qu'il y a quelque chose de l'autre côté, puisqu'on l'a vécu, on a été obligé de le voir dans la matrice. Du coup, le raisonnement se situait bien là, c'est de se dire, essayons de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer à l'origine. Certains, par exemple, si vous êtes dans la discipline cosmologique, on va appeler ça le Big Bang. Qu'est-ce qui s'est passé au Big Bang? Qu'est-ce qu'il y avait avant, etc. Donc ces questions, en fait, on les a remontées dans un ordre très différent de celui de la science conventionnelle, où là, cette fois, on l'aborde dans le sens idéologique, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut se passer dans un scénario idéal, et on verra bien qu'il ne peut être qu'idéal, puisqu'il n'y a rien qui fait appel au hasard, même dans la science. Oui. Sinon, rien ne fonctionnerait. Oui. Oui, parce qu'au-delà du scénario qu'on peut imaginer, parce qu'il ne faut pas non plus croire que tout est imaginaire, c'est aussi confronter ce scénario à tous les contrôles de cohérence qu'on peut faire pour dire que ce scénario, il est logique et cohérent. C'est-à-dire que matériellement, il a bien une possibilité d'exister et d'être parfait, c'est-à-dire de remplir tous les critères, tous les rôles aux questions que l'on peut se poser au départ. Donc d'effectuer des contrôles pour dire qu'il ne s'agit pas simplement de dérouler quelque chose qui serait le pur produit d'un imaginaire et qui ne serait confronté à rien de réel. Tout à fait. Et une fois que nous avons trouvé, pour nous, on le répète bien, c'est pas un modèle qu'on veut imposer, c'est le fruit de notre réflexion. Une fois ce modèle raisonné, qui explique donc les effets de ces raisons, et donc le but, on a bien été obligé de voir que c'était vraiment le meilleur scénario qu'on puisse trouver, puisque des modèles différents, on en a pensé et pondu des centaines avant celui-là. Et les autres avaient toujours une faille où il y avait un problème qui faisait que ça dysfonctionnait soit dans les effets, soit un problème d'éthique, on va dire, ou de non-causalité. Donc ça voulait bien dire que c'était pas un système idéal. Alors celui-ci est peut-être à parfaire, mais pour l'instant on n'a pas trouvé de brèche. C'est pour ça qu'on se permet de le proposer enfin, mais il faut bien imaginer que c'est quand même le fruit d'une réflexion très importante aussi, puisque tu parlais tout à l'heure d'imaginer les choses. C'est le fruit de recherches dans la réalité, on va dire de données grâce à la physique, grâce à la philosophie, etc., mais aussi de grands fruits de méditation, oui, d'introspection, oui, et évidemment donc d'ésotérisme. C'est grâce à ce modèle aussi, je tiens à le préciser au passage, que on a eu une meilleure appréhension de l'explication de tout ce qui se passait aussi dans la matrice ici, c'est-à-dire le scénario. Pourquoi il y a ce scénario qui est horrible? Pourquoi les eschatologies expliquent ce qui est en train de se passer? Puisque si vous suivez la géopolitique, vous avez vu que ça s'accélère énormément. On est vraiment toujours dans le scénario dont on a déjà parlé de Gog et Magog. On voit que les contraintes, autant donc physiques que psychologiques ou philosophiques, donc sont en train de s'intensifier, et que tout ça, c'est un but. Alors, on va évidemment clarifier le tout en présentant le modèle et en essayant de lever le voile sur la problématique d'imaginer qu'on puisse être là pour nourrir un démiurge et pour nourrir des basses fréquences, puisque ça, c'est quand même la chose qui arrive malheureusement très rapidement dès qu'on se penche sur le sujet et on se dit on est la victime de quelque chose qui est là vraiment pour nous pomper l'énergie, pour nous pomper nos émotions, etc. Et là, on va voir que pas du tout, c'est un principe que nous avons nous-mêmes créé. Mais c'est notre théorie, donc ceux qui veulent penser autrement, on verra bien qu'ils ont tout à fait raison de le faire, puisqu'en fait, c'est les émotions qu'ils veulent eux-mêmes éprouver dans ce moment-là, dans la matrice. Oui, complètement. Et la matrice le permet. Complètement, oui, c'est une des règles Elle est là pour du ça. jeu. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va lever le voile sur cette modélisation en vous présentant une espèce de petit diaporama. Donc là, nous allons attaquer, puisque c'est la première série, avec l'épisode 1. Nous verrons pourquoi nous décomposerons bien sûr le principe au niveau chronologique. On va partir du début. Mais là, pour l'instant, on va pas faire la boucle qui expliquerait le Big Bang.
parce que ce serait trop compliqué, on le fera plus tard. Mais là, on va démarrer, on va dire, à ce qu'est le Big Bang. Avec la base. Voilà, c'est la base, c'est le démarrage des principes de départ de conscience. Alors il faut bien aussi dans les postulats bien indiquer qu'on fait une démarche absolument inverse à celle qui se fait en physique habituellement. C'est-à-dire que là, nous sommes dans la physique de la conscience. Nous ne sommes pas dans la physique de l'atome, on est là dans la physique de l'absolu. C'est-à-dire, on part du fait qu'on peut tout faire. Et que le début de l'univers, le début de la création n'est pas matériel, il n'est pas physique. Là, on bouleverse tout à fait le champ de conscience, puisqu'il est conscience. Pour nous, le départ, dans ce modèle-là, est une conscience et non pas de la matière. Non pas matériel, oui. Voilà. Donc il n'y a pas de matière au départ, il y a quelque chose qu'on verra plus tard, qu'on définira, voilà, c'est une conscience. Et on va trouver un modèle pour trouver un logos, une fois de plus, c'est un archétype, mais ça peut s'apparenter à une réalité physique de certains modèles qu'on connaît déjà, dans la physique nucléaire, etc. On va le voir ensemble, donc c'est un principe chronologique donc du départ, de la physique et d'une mécanique qui va se mettre en place, d'une cellule de conscience, donc c'est cela qu'on appelle le départ pour nous du Big Bang, dont on peut dire déjà que de ce côté-là de l'univers, c'est une catastrophe intellectuelle, puisque c'est pas le Big Bang. Dans la réalité de notre modèle, on peut le dire, et là c'est en français, on passe du Big Bang anglais au petit chute français. Et si vous voulez être fin et pratiquer le langage des oiseaux, on peut même rajouter la petite chute dans ce côté de la matrice. Donc vous voyez qu'on va être dans le monde totalement inversé, c'est-à-dire qu'on va présenter deux mondes absolument perpendiculaires. On va voir comment ça se passe. Donc au départ, c'est une cellule de conscience avec un champ informatif. Alors la meilleure forme qu'on pouvait lui donner, on va expliquer pourquoi, c'est celle de cette espèce de... Comment s'appelle ce gâteau là? De donuts. Donuts, voilà. C'est en anglais. Et voilà. On n'a rien comme ça qui ressemble à ce genre on a des d'objet. jeux où on peut empiler les anneaux. En fait. C'est un anneau. En fait. Un anneau. C'est un anneau. Voilà, c'est un anneau, exactement. Cet anneau, donc au départ, n'est pas l'anneau, puisqu'on va le voir. Au départ, n'est ni le verbe, ni le son, c'est la conscience. Et la conscience, c'est quelque chose qui part de zéro, qui a envie de créer un cadre. Un cadre pour vivre, pour évoluer, qui se créera aussi une forme, et qui, comme elle a absolument toutes les briques de composition matérielle disponibles dans sa conscience qui est l'univers, va pouvoir expérimenter qu'est-ce qui est le mieux pour elle. Donc le champ et la cellule informative de départ sont une idéologie. C'est quelque chose de parfait, c'est quelque chose d'omniscient, qui peut tout faire, d'omnipotent, donc qui peut tout imaginer pour le traduire dans ses émotions et dans la matière. Il faut bien partir de ce champ-là. Et pour le matérialiser, et ça c'est important de comprendre pourquoi c'est une boule, la conscience donc est une boule, au départ c'est la boule, et elle va évoluer dans un champ torique, c'est tout simplement parce que quand vous faites l'analogie dans ce qui se passe ici de ce que vous connaissez, vous comprenez bien que c'est à chaque fois une tête de lecture qui se trouve sur un champ informatif. On peut le démarrer avec le vinyle, tu te souviens? Complètement, ouais. Pour ceux qui sont plus anciens, avant on avait des disques. Ou même le CD numérique. Voilà, mais bon, pour faire l'historique, voilà, on part du disque, le disque vinyle, qui lui est pressé avec des reliefs différents, qui crée un crissement, qui crée un son en fonction de la surface qui va le frotter, décode évidemment lui aussi donc une vibration. Vous comprenez que c'est vibratoire, le champ informatif qui est sonore à l'issue de ce principe. Donc comme tu disais, on a eu mieux que le diamant sur le vinyle, après on a eu le CD. Donc c'est la lecture optique qui vient faire du 0 et du 1. C'est ce qu'on connaît en informatique aussi sur les clusters avec les disques durs, etc. Donc vous comprenez bien qu'à chaque fois il faut un principe du lecteur et du support informatif. Et là, ça va s'apparenter à quelque chose que vous connaissez peut-être si vous avez déjà eu l'occasion d'aller explorer la quantique et les projets de tout ce qui est ordinateur quantique, où on passerait à quelque chose de beaucoup plus efficace, beaucoup plus évolué, qui n'est pas une tête de lecture qui lit juste du 0 et du 1, un algorithme tout à fait simpliste, mais une multitude de têtes de lecture qui lisent une multitude d'informations. Et c'est bien ce qui est matérialisé dans ce principe mécanique que nous avons exposé dans cette espèce d'anneau avec cette boule de conscience. Donc vous aurez compris que l'anneau, c'est le volume d'informations qui se trouve... Alors vous y mettez des 0 et des 1 si vous voulez, si ça peut vous choquer d'aller plus loin dans le raisonnement, mais sachez que là on est dans la quantique, donc ça va beaucoup plus loin que le 0 et le 1. Mais c'est pas grave, on peut aussi le voir en termes binaires avec du 0 et du 1 en informatique,
informatique et un informatif de ce champ qui est rempli de toutes les briques possibles de choses qui peuvent être agencées, agglomérées, structurées et construites, et le champ, lui, parcouru par sa conscience, donc par sa tête, hein, c'est la tête de lecture, qui va en même temps donc créer son environnement et se créer elle-même, puisqu'en fait on part de zéro. Hein, c'est bien ça, tout est à créer dans ce petit chut, dans ce petit silence. Et de ce petit silence et de cette vibration naîtra donc le premier son et les premières vibrations des formes, les premières vibrations de ce qui peut se traduire aussi en émotion. Et comme c'est un champ idéal, eh bien, évidemment, il va se produire ce que vous pouvez d'ores et déjà imaginer, c'est que quand vous arrivez à un produit tout à fait fini, on dira, de votre idéal, on imagine une planète idéale, on imagine un être idéal, on imagine des paysages magnifiques, des émotions idéales. Et au bout de ce travail de réalisation, qu'est-ce qui apparaît évident lorsque vous le méditez, ce point de création? C'est que vous vous sentez très très seul. Oui. Seul dans l'infini. Et quand on est seul, c'est quand même terrible, il se passe rien. Oui. Parce que notre plaisir, au final, c'est quand même de déjà faire voir ce qu'on a fait, parce qu'on en est quand même fier, hein. Il y a déjà la notion d'ego dans cette histoire-là. Et surtout, et c'est là que c'est important, et c'est là le mécanisme ambivalent aussi, le plaisir surtout de le partager. Parce qu'on a envie de voir le plaisir dans la conscience de l'autre. Et éventuellement co-créer aussi. Voilà, alors c'est là que dans tous ces paramètres, c'est le premier pas vers la possibilité de co-créer. Si on est seul, on peut pas co-créer, on crée tout seul pour soi. Et être surpris par l'autre. Voilà. Donc il n'y a pas d'interaction. Il n'y a aucune interaction possible. D'où le principe de ce modèle que nous proposons qui a pris en compte tous ces facteurs, tous ces paramètres. C'est une des premières choses qui peut faire réagir, c'est que tout omniscient, tout omnipotent qui soit, quand on est seul, il y a une limite impérieuse quand même qui arrive. C'est-à-dire on a toutes les capacités, tous les pouvoirs, il n'y a aucune limite par un aspect créatif, mais le fait d'être seul impose une limite énorme sur le côté affectif en fait. À cet état des choses, c'est la première qui fait réagir. C'est que il y a une très grande dissonance entre les infinies capacités, l'absence de limites et le fait d'être seul. Et ce que ça peut avoir comme conséquence. Du coup, cette tête de lecture qui a créé tout son environnement idéal et qui a créé son propre avatar, forme idéale, on rappelle qu'on aura l'occasion de développer ça dans d'autres épisodes, que la fonction détermine la forme, mais la forme est aussi déterminée par la fonction. Donc vous imaginez bien que cette tête de lecture, elle va se donner la forme la plus belle qui soit, et la plus fonctionnelle. Mais ce qui est important à imaginer, donc comme tu le disais, c'est que s'il n'a pas son miroir, s'il n'a pas de miroir, s'il n'a pas un effet de liberté sur une interaction avec un autre avatar, il se trouve très très seul et ça n'a aucun intérêt de poursuivre l'aventure, puisque tout est déjà créé au niveau optimal, tout est déjà créé au niveau idéal et il n'y a plus d'interaction. Donc le jeu s'arrêterait tout de suite. Alors je vous rassure, après, une fois que le plan de ce modèle que nous exposons là a bien été scellé, on s'est aperçu qu'on n'avait rien inventé, puisque ça on va en parler un petit peu plus tard, mais on va retrouver l'explication de ce qu'on vous dit là dans des religions ou des archétypes primordiaux tels que le panthéon égyptien. Donc on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Oui, il y a peut-être quelque chose qui te chiffonne, est-ce que j'ai commencé à expliquer? Je suis pas chiffonnée, mais je pense que ça mérite d'être éclairci. C'est que pour moi, au niveau de la création de cette première particule de conscience, on n'en est pas au Big Bang. Pour moi, le Big Bang, c'est la première manifestation de cette conscience dans la matière. C'est ça qui fait la première manifestation de la matière. D'où la difficulté d'exposer un modèle, et tu as absolument raison, c'est que là, je me conforme à ce qui est en conscience habituellement dans la tête de tous les physiciens, de ce qu'on a mis comme archétype. Lâcher, ça, hein. Et oui, et oui, mais on est obligé. On surfe sur les, non, mais je pense sur que plusieurs logiciels. La clarté, c'est que cette particule de conscience qui est absolue au départ. En fait, pour préciser, le Big Bang des gens de cette planète en conscience, il démarrerait là où nous on va le préciser dans le diaporama, à l'univers du moi-je. C'est-à-dire à cet univers, cet univers matériel, mais anthropique. Attention, parce que c'est différent. Il y a aussi un univers créé du soi-je, on va le voir un petit peu plus tard, mais qui lui n'est pas anthropique. Complètement. Oui, là on est d'accord. Voilà, c'est délicat. On est bien d'accord qu'au départ, il y a cette première particule de conscience qui est absolue en fait. Il y a plusieurs Big Bang, on va dire, si on parle de terrien. Mais on n'est pas dans le Big Bang tel que
On l'imagine habituellement. Voilà, quand on l'évoque, on peut l'imaginer par rapport à la culture que l'on a, qui pour moi est la première manifestation matérielle du monde matériel tel que nous on peut l'appréhender. Et la deuxième chose, c'est que cette particule première, la première qui commence à créer, qui fait ce premier champ informatif, c'est la seule qui a pas d'avatar. Voilà. Alors ça aussi, tu as raison, faut le préciser. Alors, je vais aller gagner un jambon. Jouer au loto. Et pour les végétariens, c'est pas un beau cadeau. Hein. Non, malheureusement, dans les kines, on a souvent des jambons à gagner. On digresse, on rigole aussi. Il faut bien, puisque c'est un petit peu le but de nos consciences réelles, c'est de beaucoup rigoler. Alors, pour préciser l'histoire de l'avatar, quand je dis que la première cellule, donc la tête de lecture, va faire sa forme idéale, effectivement, elle a une idée de sa forme idéale puisqu'elle est obligée de se dire que quand elle va structurer des éléments, mettant l'eau c'est fluide, le feu ça monte, etc. Oui, mais pas pour elle-même. Elle commence à en avoir une idée, même quand elle est seule, dans le sens où c'est elle qui veut avoir une interaction avec ces éléments. C'est-à-dire qu'à un moment... Mais en tant que conscience. Tout à fait. Elle n'a pas besoin de forme. Alors c'est dur à expliquer. Parce qu'elle est à l'origine voilà. des choses qu'elle crée. Alors je vais essayer de mieux le préciser, parce que c'est vrai que c'est dur comme concept à aborder. C'est une forme, mais qui n'est pas réalisée. C'est une forme pensée, exactement. Ce serait comme on pourrait dire un corps éthérique. Ce qu'il faut comprendre, qui est difficile, c'est que cette forme pensée d'elle-même, c'est-à-dire de cette tête de lecture qui crée son champ, est obligée de se mettre une forme, même si c'est pas une forme révélée dans le sens où elle va être d'un côté pratique. Quand on disait la forme définit la fonction définit la forme, vu qu'elle n'a pas de fonction en réalité physique de manipulation des éléments ou de la matière, donc comme tu disais, elle n'a pas de corps. On est bien d'accord. Mais elle a un pseudo-corps dans le sens où elle, pour se donner une image d'interaction avec son environnement, il faut qu'elle commence à penser à sa propre forme à elle, et donc au déterminisme. Alors ce qui va nous aider à le préciser, c'est la suite du diaporama, où on va comprendre que dans la source, on va dire dans le départ, donc dans ce champ informatif du soi, il y a une forme pensée de l'humanoïde en général qui se fait. Que l'idée de l'interaction va se faire par un corps qui a un sens pratique pour interagir avec son environnement. Puisque l'environnement est créé, il faut créer aussi celui qui va agir dans l'environnement. Là, c'est la forme humanoïde dans son idée. Mais elle va se concrétiser dans ce qu'on va voir avec l'animation suivante. Physiquement, l'anneau d'information se crée par la tête de lecture qui le crée en même temps qu'elle le vit, hein, vous comprendrez le principe. Et d'ailleurs, ça permet de préciser l'importance de la forme circulaire. Qui est la meilleure forme pour comprendre toujours qu'on est obligé de faire une boucle. Vous ne pouvez pas accumuler de l'information sur une ligne, puisque celle qui aurait été imprimée juste avant ne servira plus. Donc l'infini doit à un moment, et c'est là aussi qu'il faut comprendre dans la psychologie humaine et dans les modèles cosmologiques, pourquoi on est obligé de faire des boucles. Parce que vous allez vous resservir de l'information. Voilà, de l'information créée. C'est du multicouche, sinon ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que c'est un anneau, un tore, qui est la forme idéale, puisqu'il va accumuler dans la 3D, c'est pas un disque, hein, il n'est pas un 2D, et là il est encore plus important dans la somme des informations, qui est parcouru par sa tête de lecture totale. Donc on a ici le premier champ informatif qu'on a appelé le soi. Le soi n'est pas personnalisé, n'est pas, comme tu le disais, une personne. C'est l'idée de la personne humanoïde. Il va vouloir, ce champ une fois créé, se voir dans un miroir. Interagir. Ouais. Il voudra interagir, voilà, avec d'autres consciences. Il faut bien partir de la première idée de la conscience pour ensuite émaner, parce que là on va bien dire ce que c'est. C'est pas une reproduction, c'est pas une duplication. On le verra un petit peu plus tard avec d'autres animations pour comprendre cette fois-ci avec l'esprit génétique. Là, cette fois, on voit en physique un soi, donc le soi primordial, qui émane des soi-jeux. Alors ces soi-jeux, d'où l'importance de ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le soi n'est pas incarné ou n'est pas formalisé, on vient de dire, parce qu'il n'y a sûrement pas d'incarnation à ce niveau-là. C'est juste l'idée de ce que doit être la forme de la tête de lecture. C'est humanoïde. C'est dur à imaginer, c'est sûr, mais il faut bien l'intégrer. Nous, on a tellement l'habitude que notre corps est le plus beau et le meilleur que... Non, mais je parle pas personnellement, évidemment. Mais en tant qu'homme, on va dire mammifère,
Donc on pense que c'est la quintessence de ce qui peut exister. Mais sous sa forme, certes, peut-être, mais dans sa fonction, certainement pas. Oui, on peut s'imaginer que la forme telle qu'on l'a aujourd'hui, c'est pas la plus évoluée non plus, sous la famille humanoïde. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire un effort de projection et d'imaginaire pour se dire que cette émanation, elle va pouvoir être assez variée quand même. Hein. Oui, mais bon, toute personne qui a un petit peu réfléchi, elle a bien réfléchi à ce que pouvait être un corps physique. Sa pesanteur, sa fragilité, etc. Donc on peut très facilement imaginer qu'une forme humanoïde, ça peut recouvrer des tas de modèles différents, avec des fonctions différentes, des capacités différentes, et etc. quoi. Voilà, donc là on est dans cette première étape où on précise un peu mieux quelle est cette conscience qui veut prendre forme. On va pas dire s'incarner, donc il veut se formaliser. Hein. Et là, il y a beaucoup de solutions. C'est pour ça que le fameux soi, là, cette grosse boule jaune, dans son tore informatif, elle va émaner beaucoup de soi-jeu. Le monde du soi-jeu est assez énorme aussi. Il faut bien prendre conscience. Donc il y a beaucoup de soi-jeu qui vont prendre naissance, donc qui vont émaner de ce milieu informatif du soi et qui vont, vous le comprenez bien, puisqu'on est toujours dans l'omniscience et l'omnipotence, qui vont elles-mêmes, avec le même principe, créer à l'intérieur du monde du soi, vont créer leur propre monde du soi-jeu. Alors l'animation le fait bien comprendre, hein, on voit bien cette conscience particule, hein, cette boule qui tourne et qui crée son champ informatif, et qui devient elle-même une émanation plus concrète encore que le soi. C'est le soi-jeu. Et pourquoi soi-jeu? Nous-mêmes aussi dans l'étymologie du mot, on a voulu le faire comme ça pour que ce soit compris. On apporte la notion de l'ego déjà. Hein. C'est le jeu. Dès qu'il y a le jeu, c'est qu'on est dans une notion d'individualité. Exactement. Et cet individu, lui, va vouloir se parfaire aussi. Alors, on a vu qu'il pouvait déjà interagir avec d'autres soi-jeux. Mais l'aventure est pas forcément excitante puisque on se retrouve avec des formes, on va dire. Peut-être préciser, parce que là tu vas vite sur l'interaction. En fait, c'est que ces soi-jeux font partie du champ informatif du soi. Donc ils ont une interaction faisant partie du même champ informatif global, mais ayant créé en propre leur propre champ informatif. Voilà, comme on va le voir sur le petit dessin plus tard d'ailleurs, tout à fait. Oui. Et c'est là qu'on va comprendre en fait qui fait quoi dans quoi, hein, avec le schéma qu'on abordera juste après. Mais là on fait, on va dire, la genèse de l'état de conscience. Cet état de conscience, tête de lecture du soi-jeu, qui se précise dans sa forme humanoïde, va créer son propre champ d'interaction, son champ donc de conscience, idéal une fois de plus, ces planètes, ces règles physiques qui ne sont pas donc dans l'entropie, etc. Mais elle, son travail, qui là cette fois est plus précis dans le jeu, va vouloir interagir avec d'autres jeux, mais qui n'ont pas du tout la même bouille qu'elle. Donc du coup, il n'y a pas le vrai effet miroir, celui qu'on appelle l'amour, et là on rentre dans le côté psychologique et psychiatrique même de la conscience, c'est de vouloir éprouver l'amour, le vrai. Et l'amour part de quelque chose d'incroyablement égotique, c'est de se diviser soi-même. C'est-à-dire que dans tous les soi-jeux créés, l'idée, alors là on s'apercevra après, mais ça on l'abordera dans d'autres séries, que la logarithmique arithmétique fait que des soi-jeux qui naissent exactement pareil, c'est possible. Puisque des combinaisons, il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas tant que ça. Avec la forme humanoïde, hein, rappelez-vous, la forme détermine la fonction détermine la forme. Il y a très peu de variations, mais à ce stade-là, il y a quand même le désir d'individualité, comme tu dis, en fait, d'être un individu, et surtout, à ce stade-là, le fait de connaître l'amour. Et pour connaître l'amour, il faut créer, en fait, une forme, puisque là, on est dans la forme androgyne. On est obligé de passer par un stade de division. Voilà. Une réelle division, et qui, elle, va être d'une intelligence extraordinaire, c'est de prendre la forme humanoïde et de lui donner des caractéristiques, ce qu'on appelle le dimorphisme. Le dimorphisme, c'est bien la quintessence de la naissance de l'ego miroir amour. C'est de vouloir éprouver des sensations et des sentiments très forts et très profonds envers son opposé. C'est-à-dire que on va prendre les caractéristiques inverses pour créer un avatar complémentaire. On n'est pas dans le combat là, on est ni dans la dualité, on est dans le duo parfait dont on a parlé dans d'autres vidéos. La femme va être large en bas,
est fini en haut, l'homme l'inverse, le sexe de l'homme c'est quelque chose d'extérieur et la femme ça se passe à l'intérieur, etc. Ouais. Vous voyez, on est toujours dans cette complémentarité parfaite de deux êtres donc qui vont pouvoir éprouver des choses parce qu'ils vont s'imbriquer, etc. On en a déjà parlé, mais ça prend une évidence tout à fait logique dans le sens même du départ de la création. Dans cette chronologie de cette conscience qui va se diviser, puisqu'elle est, on le rappelle, omnipotente, omnisciente, elle fait ce qu'elle veut. Donc elle crée ces deux avatars parfaits, corporellement humanoïdes, qui vont se diviser homme-femme. Enfin non, on ne peut pas appeler ça masculin-féminin. Voilà, exactement. Il faut parler de ça, masculin-féminin. Même principe que d'habitude, ces deux têtes de lecture individualisées, ces deux consciences masculines et féminines, créent leur propre environnement idéal. Créent donc leur propre champ de conscience, leur propre anneau d'information, et se retrouvent à jamais liés dans cette... Oui, dans le champ informatif du soi-je. Voilà. C'est ce qui va faire leur point commun, en fait. Leur lien éternel, on va dire. Oui, puisque c'est la même cellule de conscience. C'est une division, c'est pas une émanation. Là, on est sur une division, donc forcément, le lien interactif, il est total. Et c'est ce qu'on va appeler en quantique l'intrication. Tout à fait. L'intrication, elle devient possible, puisque là, on voit bien qu'il y a ce champ de conscience commun, cet anneau commun du soi-je, dans lequel se trouve, intriqué lui aussi, le champ informatif du soi-jo et du soi-ja, puisqu'il faut bien le dire. Faut les nommer. Le principe féminin, donc, c'est le soi-ja, et le principe masculin, c'est le soi-jo. Les deux constituent un champ informatif commun qui est le soi-je. Voilà. Par contre, vraiment, il faut insister sur le fait que, étant divisés, ils ont un lien qui est complètement différent de celui d'une émanation. C'est-à-dire que leur intrication, elle est parfaite. Et à un moment donné, ça a des conséquences. On connaît, nous, des divisions cellulaires. On sait quelles conséquences ça a sur l'être humain. Donc, il faut, si on a un peu de mal, il faut un petit peu projeter cette idée-là, que c'est une division de la particule, mais que cette division, de par l'intrication, ça veut dire que la pensée, elle est la même, quel que soit l'éloignement, quel que soit ce qui se passe, les choses, l'interaction, elle est parfaite, elle est permanente entre ces deux entités et leur champ informatif. Alors, sans dévoiler ce qui est un petit peu plus tard, puisqu'on l'abordera aussi sous l'aspect génétique, mais on le fera très vite, puisque là on en parlera déjà. Au niveau de la division cellulaire méiose-mitose, on sait très bien que les chromosomes vont jouer leur rôle de fonction identique par rapport à... Je pensais aux jumeaux. Par exemple, à l'exemple des jumeaux et leur c'est la même structure. Leur correspondance ADN, aussi avec des vies en parallèle. Hein, quand on sépare des jumeaux, on a des exemples de vies parallèles où les grandes étapes de la vie se passent c'est des exemples concrets pour aider à comprendre ce que l'intrication peut avoir comme cause et conséquence. C'est une structure informative commune. Voilà. Il n'y a pas de secret, il n'y a rien d'ésotérique, c'est vraiment une physique logique. Voilà, divisé, ça veut dire qu'on est deux à avoir les mêmes caractéristiques de cellules. Voilà. Et on le voit bien à travers. Donc on est pareil, on est identique. Tout à fait. Et en plus, faut bien le voir par rapport au champ informatif dans lequel ils évoluent. C'est-à-dire que eux, ça ne les empêche pas de créer, donc d'être co-créateurs ensemble de leur environnement, donc c'est-à-dire de l'anneau du soi-je, puisqu'en fait, on voit bien que chacun a son propre univers émotionnel, et c'est normal puisque c'est pas le même. Le mâle aime la femelle aime le mâle. Oui. Donc ils n'ont pas le même mode de fonctionnement puisqu'on les a filtrés en mâle-femelle. Mais ils se trouvent bien dans le même champ de conscience informatif qui est le champ gris là du soi-je. C'est à ne pas oublier pour dire que même si chacune de ces consciences va avoir une vie différente, donc enrichir son champ informatif de façon différente, le former, le déformer de façon différente, il sera toujours partagé. À un moment donné, voilà. On peut se dire que si ça intervient, c'est pour un enrichissement. Oui, puis un but. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a bien un but. Ouais. C'est-à-dire que s'il y a des étapes d'émanation et une étape de division, c'est bien que cette étape de division dans la création, elle a un but particulier. Alors donc, on n'en parlera peut-être pas cette fois. Ah non, on va pas en parler cette fois, mais à chaque fois que je me permets de souligner quelque chose, c'est que le diaporama simplifie les choses. C'est un support qui a vocation à faire visualiser des choses, donc à simplifier. Mais comme c'est une base, c'est important de s'approprier chaque étape pour pouvoir après suivre les développements à venir, quoi.
ça permet au passage de préciser que ce concept, grande mode à un moment de parler de flammes jumelles, etc., d'âmes jumelles, qui est un petit peu dévoyé, c'est sûr, et c'est normal, puisque là, on va comprendre qu'est-ce qu'on fait ici. Tout concept peut être dévoyé de toute façon. Voilà, a quelque chose à comprendre, mais on y rentrera dans le détail un petit peu plus tard dans d'autres épisodes, sur le fait de comprendre qu'est-ce que ça pourrait être, le fait de trouver son âme sœur ici, le fait de se mettre en quête de l'amour parfait, donc de trouver sa flamme jumelle. Et complètement. Comme tous les concepts, justement, si on n'a pas une démarche qui est une démarche de compréhension, on est vite dévoyé. Voilà. Et parce que, on va l'expliquer après, on a chuté plus bas dans la conscience sur un anneau qui va se trouver à l'intérieur de celui-ci, mais évidemment, il y a eu des blessures qui se sont faites sur ça, et qui font que quelquefois, on a tendance ici à le nier, qu'on est fait pour retrouver son âme sœur ou sa flamme jumelle. Voilà. Bon, on aura l'occasion de développer tout ça. Ça fait beaucoup pour le premier épisode, mais bon, tant pis, on est obligé, pour dépeindre le modèle, de rentrer des fois un petit peu dans l'information et pas jusqu'au bout quelquefois. Alors là, pour continuer le modèle, on résume. On a à l'intérieur du champ du soi, qui est le champ source absolument général et primordial, on a le champ du soi-je, qui lui-même comporte donc ces deux divisions qui sont le principe féminin et masculin, qui sont Swaja et Swajo. Alors la suite du scénario, et c'est là que ça devient cocasse, parce que vous pourriez vous dire, mais ça peut s'arrêter là, à l'idéal, c'est-à-dire... Comme tu as dit, ce sont des principes, ça. Voilà, oui, parce qu'il faut quand même dire, attention, hein, les deux, ils sont pas seuls. Ouais, le monde idéal, on est juste deux, le mâle et la femelle, on fait l'amour toute la journée, c'est super, dans des décors magnifiques, etc. Mais non, parce qu'il y a aussi des interactions très intéressantes déjà qui se déroulent avec les autres soi-je. Donc ça, on ne le met pas, mais ça existe. Alors au passage, je tiens aussi à préciser que vous allez peut-être comprendre aussi pourquoi, alors ça me met toujours en émoi quand j'entends dans des posts sur le panthéon égyptien de dire mais c'est quoi cette histoire, c'est tous des incestueux, et c'est toujours le frère qui couche avec la sœur. Isis, Osiris, Seth et Nephthys, c'est que des frères et sœurs. Donc il y en a qui se disent mais c'est quoi ces familles de malades mentaux? Mais c'est peut-être ici qu'il y a un problème qu'on est malade mentaux, c'est que ici on engendre par père mère et qu'il existe des frères et sœurs. Parce que si vous prenez vraiment en compte, on aura l'occasion d'y revenir psychologiquement, si vous comprenez ce mode de naissance, mais c'est ici que ça devient bizarre. Hein. Là, effectivement, oui, le frère et la sœur, c'est les vrais amoureux. La division crée effectivement un modèle frère-sœur. Frère-sœur, voilà. Et quand on parle d'âme-sœur, on peut aussi, dans le langage... Frère et sœur, voilà. Dans le langage, on peut se dire que rien n'est au hasard. C'est des transmissions aussi par le langage. Ça peut expliquer effectivement ces choses-là et nous faire lire ces mythes, puisqu'on appelle ça des mythes, avec un autre regard. Voilà. Alors, ce qui est rigolo aussi, c'est... d'ailleurs, on va poursuivre la ligne de compréhension avec ce mythe. Comment ça se fait à un moment que il y a eu Isis et Osiris, donc qui étaient frères et sœurs. Fous amoureux. Voilà, fous amoureux, ouais. C'est vraiment dégueulasse, des trucs comme ça. Mais là, quand on le voit comme ça devient pas du tout dégueulasse. On comprend très bien. On comprend très bien. Qu'est-ce qui peut se passer dans quelque chose d'idéal, justement. Bon, après, il faut comprendre le côté qu'il faut enlever ici. C'est difficile, le côté égotique, parce que là, certains pourraient dire, mais c'est le comble de l'ego, ça. C'est-à-dire, t'es obligé de te créer ton toi-même féminin et masculin pour t'aimer. Eh ben oui, c'est bête à dire, mais c'est la quintessence, effectivement, de l'amour. Si l'objectif c'est d'arriver à réunir une complémentarité parfaite, pour qu'elle soit parfaite, cellulairement parlant, c'est la division qui permet ce résultat-là. Et oui, parce que les deux parties du soi, c'est le soi-ja et le soi-jo. Complètement. Donc, évidemment, chercher son soi, il n'y a pas mieux. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on est bête et limité pour avoir des interactions exclusives et ne pas échanger de l'information avec d'autres soi-je. Oui. Évidemment que non. Donc là, on descend un petit peu plus bas dans le logiciel. Maintenant, on rattrape avec ce que tu appelais évidemment la mythologie, les légendes primordiales. Il y avait Isis et Osiris, Seth et Nephthys, et qu'est-ce que ça va nous faire comprendre ici même dans ce niveau de la matrice? C'est qu'à un moment il y a eu un désordre, et que pour revenir à l'état du soi-je, on va dire, de l'Isis et de l'Osiris, il faut passer par un état que certains ont bien compris, qui est le Horus Hathor. Il n'a pas tort du tout, hein, sinon il va pas retourner à l'état du soi-je. Mais à un moment, il chute dans quelque chose, mais il faut qu'il redevienne le niveau de conscience supérieur qu'on appelle l'Horus, justement. Mais Horus, il est pas seul, hein, c'est pas un principe masculin, il y a aussi Hathor, sinon ça marche pas tout seul. Le Horus Hathor est là, et c'est marrant parce que Horus Sator, on revient dans le carré Sator, on en a déjà parlé, c'est un peu magique tous ces mots avec le langage des oiseaux qui nous font comprendre des principes. Et le Sator, vous savez ce que c'est, il y a le rotor, le Sator, il y a toujours quelque chose qui tourne.
Donc on revient à notre principe qui explique bien le fonctionnement, et là on va essayer de demander un petit effort peut-être d'arrêter quelques instants pour calmer peut-être le mental et bien comprendre comment ça tourne là tout ça, comment ça fonctionne. Regardez bien ces anneaux et comment ils peuvent évoluer, parce que ça nous on peut pas le faire, c'est trop compliqué dans la 3D de nos petits logiciels assez simplistes, mais vous pouvez quand même l'extrapoler, c'est-à-dire que ces anneaux tournent sur eux-mêmes et tournent à l'intérieur de celui d'intriqué. Donc cette conscience, à chaque fois vous comprenez bien qu'elle n'a pas droit ou elle n'a pas accès aux mêmes informations selon où elle se trouve. On est bien d'accord. Oui, en permanence, elle a accès à des informations différentes et qui sont pas de même nature. Regardez bien, la conscience des deux anneaux rose et fuchsia n'auront pas la même densité d'informations que les anneaux qui vont se trouver à l'intérieur. Alors quels sont ces anneaux qui sont à l'intérieur ? On va le voir après, c'est justement la chute là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Isis, Osiris et Seth, Nephthys, tout ce panthéon commence à partir dans des délires de choses complètement affreuses, c'est-à-dire la violence, de la mort, alors que la mort n'existe pas, etc. Mais c'est tout simplement, et c'est là qu'il faut un effort assez énorme, et ça, chaque fois c'est un peu la pierre d'achoppement qui fait chuter la réflexion de chaque humain qui est trop formaté dans la matrice, c'est d'imaginer que quand on est omniscient, omnipotent, quand on a créé que le beau, eh ben on a envie d'élargir son champ d'information vers des choses tout à fait différentes. Comme on l'a fait avec la scission d'ailleurs entre le masculin et le féminin. On veut connaître, outre la température idéale, le très froid qui est insupportable ou le très chaud qui est insupportable aussi. Oui. Voilà. Il y a une chanson qui dit qui ne connaît pas la peur, ne connaît pas le courage, c'est un peu ça. C'est-à-dire que pour avoir les plus belles émotions, il faut avoir les plus mauvaises aussi. Tu connaîtras jamais la peur si tu sais que tu es indestructible. Complètement. Pour préciser maintenant mécaniquement comment ça se passe, pour le prendre bien en conscience, on a ce champ informatif d'un soi Jo et d'un soi Ja qui, à un moment, se dit ce serait bien de créer un monde inverse au nôtre. Le nôtre est illimité, celui-là sera limité. Toutes les lois physiques sont absolument illimitées et infini, éternité. Voilà. Donc on met les contraintes, on met les curseurs. On est dans l'inverse, voilà. C'est-à-dire que le monde là, il est anthropique. Là on précise bien. On met de l'entropie. Ailleurs, il n'y a pas de l'entropie. Là, on met de l'entropie partout. Il faut que ce monde soit un véritable humus qui fait renaître des choses en permanence. Il y a une durée de vie, un départ et une arrivée, donc un temps donné. Voilà. Avec du vieillissement, avec de la douleur, avec un temps destructeur et créateur, on va dire. Voilà, un cycle. Il faut un cycle de destruction et de création qu'il n'y a pas, vous l'aurez compris, dans l'absolu. Là, on tombe dans la relativité. Et avec un jeu d'influence. Absolument. Avec le zodiaque. C'est le jeu des émotions. Des énergies, voilà. Qui s'installe. Qui tourne. Qui tourne. Qui tourne. À l'identique des anneaux, selon où je subis une influence qui est complètement différente. Et tous ces cycles, on les retrouve partout, avec les saisons, avec la lune. Et en physique, on pourrait faire le parallèle avec Einstein, où ici, on trouve une théorie fabuleuse, celle de la relativité, qui est très restreinte au final, évidemment, opposée avec l'autre côté de ce champ de conscience, qui est une théorie de l'absolu. Donc qui n'a plus rien à voir avec les règles physiques que nous avons ici. Et on comprendra un petit peu plus tard pourquoi ce sont des univers intriqués mais perpendiculaires. Bon, c'est pour le prendre en conscience, tout ça, évidemment, c'est pour l'expliquer. Après, chacun peut s'en convenir ou pas s'il a envie de coller à des schémas qui existent dans la physique des zététiciens, par exemple. Au passage, pour éviter toute récupération de terre plate, de terre en donuts, etc., nous, on n'est pas du tout sur ça, hein, parce que en général, on constate souvent des récupérations intellectuelles par rapport à des modèles pour expliquer telle ou telle chose, que la Terre est creuse, etc. On comprendra pourquoi il y a une Terre creuse, mais elle n'est pas du tout physique. Ça, on en parlera plus tard. Ça s'appelle, on va dire, le champ bas là. C'est un champ d'ici, un champ informatisme. Il est bien là, il est bas, et il est là. Donc c'est pour ça qu'on pourrait l'appeler champ bas là. Mais c'est pas un moment, une cavité où on rentre. C'est ni une gaine électrique qui s'enroule sur elle-même avec des reliefs particuliers ou quoi. Alors certains aiment gloser sur la forme de la Terre, que vous ayez envie que ce soit une pizza, qu'elle soit ronde, sphérique, etc., ou un donut. À un moment, vous la pensez comme vous voulez. Mais là, pour nous, elle est bel et bien sphérique. Et il faut pas s'arrêter d'ailleurs à sa rondeur, parce que rond c'est plat aussi. Hein. Une pizza c'est rond.
Donc elle est bien sphérique. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais je le précise au passage pour pas que ce soit récupéré par quelque chose qui serait absolument faux pour notre théorie en tous les cas. Donc revenons à cette mécanique de la conscience du soi-ja et soi-jo, qui sont obligés de créer un avatar, une nouvelle conscience limitée pour pouvoir ressentir les émotions de cet avatar. Alors pourquoi? Là aussi il faut expliquer pourquoi. Parce que le premier réflexe serait se dire mais ils vont eux-mêmes se plonger dans ce monde limité et ils vont vivre ces aventures rocambolesques là. Ben non, réfléchissez 2 secondes, ça peut pas marcher, puisqu'ils savent avec leur propre conscience du soi-jo et du soi-ja que une fois qu'ils auront terminé cette aventure, ben ils sont éternels, ils sont omniscients, omnipotents. Donc ça ne peut pas marcher. Pour vraiment avoir peur de se faire mal, il faut avoir mal. Pour vraiment avoir peur de la mort, il faut être mortel. On est bien d'accord. Donc ce soi-jo et ce soi-ja, vous en conviendrez, sont bien obligés de créer une conscience détachée, une conscience indépendante, qui va devoir expérimenter, qui va devoir descendre et éprouver ses émotions. Descendre. Alors après vous allez me dire mais l'entropie. Comment elles sont transmises ces émotions? Ben là vous l'aurez compris, c'est le champ informatif qui est inclus dans le champ informatif de celui qui est supérieur. Et les intrications, les différentes intrications. On en a parlé tout à l'heure. L'avatar qui a peur, l'autre va le sa peur, ressentir. elle est ressentie au niveau de son propre. Enfin, elle fait partie d'un champ informatif. De sa particule jumelle. D'une entité de conscience aussi, et donc tout ça se transmet par intrication. Et on poursuit dans ce diaporama cette émanation qui se fait donc de soi-ja et de soi-jo avec moi-ja et moi-jo. On garde principe masculin-féminin très important parce que pour vivre des aventures fabuleuses ici même dans la matrice, il va falloir garder le principe de polarité, c'est évident. En tout cas, on est polarisé. Voilà. Cette émanation créée donc du soi-ja et soi-jo, qui est moi-ja et moi-jo, est obligée de créer son champ informatif elle aussi, évidemment. Donc on se retrouve de nouveau avec ce plan de l'anneau informatif, personnel, individuel, qui se retrouve lui-même intriqué dans son anneau supérieur, celui de son soi. On est bien d'accord. Donc là voilà, on a le plan définitif, global. Maintenant ça doit un peu mieux s'expliquer, on va même passer au plan tout à fait définitif, où on retrouve moi-ja, qui est la conscience déportée de soi-ja, et moi-jo, qui est la conscience déportée dans un champ informatif donc différent de soi-jo. Et les deux vont enfin pouvoir connaître des émotions inconnues jusque-là, dans un corps limité, dans une matrice limitée elle aussi, puisqu'elle est anthropique avec des règles physiques qui n'ont rien à voir, voilà, qui sont très particulières à cet univers. Voilà, et on peut comprendre que ces règles, elles sont en place pour justement pouvoir tirer les meilleures émotions possibles de ces avatars-là. C'est-à-dire que le jeu est créé avec des règles et des contraintes qui sont pensées pour dire que c'est de par ces règles et ces contraintes que les avatars vont devoir se débrouiller pour avoir les émotions, faire des choix, gérer des conséquences, avoir des solutions, subir des problèmes qui sont susceptibles d'enrichir le champ informatif du soi-jo, du soi-ja et du soi-je. Alors, la question qui pourrait venir une fois qu'on a exposé ça, c'est de dire, mais alors, ça pourrait continuer là aussi de ce côté-là de la matrice, ad vitam aeternam. Et la réflexion qu'il faut avoir à ce sujet-là, c'est de se dire que il faut revenir de nouveau, il faut s'habituer à ça, c'est que c'est un travail énorme au départ, mais il faut vraiment le faire. Soyez votre soi-je. Tant que vous êtes dans le moi-je, c'est difficile. Mais dès que vous raisonnez en soi-je, dites-vous bien que quel est le plaisir à chaque fois d'avoir un cycle où vous avez une apocalypse qui vous permet de voir votre moi-je en train de vivre la révélation du soi-je. C'est pas un plaisir qui va manquer de s'offrir. Parce que le fait d'avoir le plaisir de remonter à la conscience du soi-je est un plaisir absolument extravagant. Si certains auraient le glissement, on va dire assez négatif, de penser qu'on serait bloqué dans un cauchemar constant, c'est-à-dire le démurge et on entretient... Oui, puis que ce serait un jeu de sadique, en fait. Voilà, un jeu de sadique. On n'est plus dans l'histoire d'une évolution de conscience et le fait de se parfaire, d'apprendre de ses incarnations, etc. On serait dans un pur jeu de sadique, en fait. Voilà, mais là c'est pas du tout ça. Ça fait pas rêver quand même. Ben non, ça fait pas rêver. Surtout qu'on le voit bien à chaque fois. L'avatar qui transmet les émotions à la vraie personne, donc qui est le soi-jo et soi-ja, donc ce soi-je là, ce concept du soi-je,
Ça veut bien dire qu'à un moment, lui va prendre un plaisir énorme à ressentir ce qu'il ne peut plus ressentir, c'est-à-dire d'apprendre des choses. Au final, outre les émotions, un des plus grands plaisirs du soi, c'est de découvrir des choses, d'être surpris, d'être mystérieux. Voilà. Donc ici, vous êtes créateur, vous pouvez découvrir, par exemple, qui ne rêverait pas de savoir comment étaient créées les pyramides d'Égypte. Le jour où on va vous faire voir la vidéo, on va vous dire, regardez, on a fait ça comme ça. Oh, ah ouais, oh là là, incroyable. Comment ça s'est passé dans la préhistoire? Oh non, c'est comme ça. C'est une découverte extraordinaire. On est dans la merveille. Et c'est le moment le plus merveilleux d'ailleurs, dans le jeu. Si vous comprenez bien pourquoi on a créé le jeu, c'est-à-dire le moment le plus délicat et le moment le plus délicat dans son vrai sens du terme, c'est-à-dire plein de délicatesse et de plaisir, c'est vraiment de se dire que on prend plaisir à voir notre moi-jeu qui comprend ce qui s'est passé lui-même à travers les yeux de celui qui n'a pas compris que c'est le soi-jeu qu'il avait fait. Donc ce qui fait que c'est difficile ce que j'ai dit. Hein. Je reprends. Oui, je suis pas sûre de ta phrase. Le soi-jeu ne pourra jamais avoir l'émotion du moi-jeu puisque lui il sait. Donc pour avoir le plaisir d'avoir à être dans l'émerveillement, dans la découverte, il faut avoir chuté dans le moi-jeu pour avoir le plaisir de revenir le soi-jeu. Voilà, je crois non, c'est comme ça qu'on peut le résumer. Oui, c'est un beau résumé. Oui. Sinon, il faut trouver une autre explication, comme tu le dis, à ne pas rester à l'état du soi-jeu. Pourquoi on ne resterait pas à cet état du soi-jeu? Et quel serait le but des moi-jo et des moi-ja sur Terre, si ce n'est soit de grandir, soit de souffrir quelque part. Donc, ce serait assez, comme logiciel, ce serait plutôt limité d'ailleurs. Il faut trouver des réponses cohérentes à tous les niveaux pour pouvoir essayer de comprendre globalement le dispositif. Voilà, pendant qu'on est en train de réaliser ce diaporama, on s'aperçoit qu'on s'étale un petit peu en longueur, mais tant pis, désolé pour le fait que ce soit peut-être un peu indigeste, mais on va livrer un maximum d'informations pour que ce modèle soit le plus cohérent. Donc accrochez-vous, dans les épisodes d'après, on aura l'occasion de décanter tout ça et de mieux interagir. Un autre aspect pour comprendre et pour finir ce diaporama, sur la compréhension de ce modèle, donc de ce qu'est une conscience dans son champ informatif, c'est la génétique. C'est pour ça qu'on a fait un modèle par compréhension génétique qui reprend, alors au passage, informativement, on vous donne évidemment les schémas que vous connaissez peut-être déjà, de la méiose et de la mitose. Là aussi on s'aperçoit, et c'est important de le formaliser comme ça, de comprendre que ce modèle qu'on expose là se vérifie aussi dans la structure, on va dire, génétique et atomique. De chaque individu. Voilà, de chaque individu. Donc c'est quelque chose qui a une cohérence aussi sur notre propre structure, qui n'est pas ésotérique et qui est bel et bien dans la physique. Et qui ne peut pas être un hasard non plus. Et j'osais pas le dire. C'est quand même très évolué pour quelque chose qui serait du domaine du hasard. Tout à fait. Et lorsqu'on se base sur ce raisonnement, sur ce logos génétique, on va mettre en parallèle ce dont on vient de parler dans notre modèle de conscience, puisqu'au final, vous aurez bien compris que le monde matériel est juste là pour venir formaliser de la conscience. C'est de la forme de conscience. Eh bien, on se retrouve avec nos étapes qui sont somme toute assez identiques. C'est-à-dire le soi qui émane le soi-je se divise en soi-jo et soi-ja, et le soi-jo émane le moi-jo, et le soi-ja émane le moi-ja. Et on se retrouve bel et bien comme dans le principe où tour à tour on va avoir un principe méiose ou mitose, avec deux mondes tout à fait... et c'est là qu'on revient à ce que tu disais plus tôt, et tu avais raison, et c'était dur de le préciser avant. Il y a un monde de la conscience individuelle abstraite, donc qui n'a pas pris sa forme, où on retrouve le soi, qui a concrétisé juste son émanation, qui est le soi-je, et on retrouve un soi-je qui s'est divisé en soi-ja et soi-jo, donc il n'existe plus en tant que forme. C'est un champ informatif. On est bien d'accord? Donc qu'est-ce qui reste en conscience individuelle, en tête de lecture de conscience? Il nous reste 4 éléments, c'est-à-dire le soi-jo et le soi-ja, le moi-jo et le moi-ja. Ça c'est vraiment la conscience individuelle, concrète, et on va le voir, pseudo-concrète aussi. Parce que le monde du moi-je, là, que ce soit moi-jo ou moi-ja, j'ose appeler ça du pseudo-concret. C'est-à-dire ce que nous sommes actuellement, c'est pas vraiment du concret quelque part. Il faut avoir une part de pseudo-concret. Oui. On est le rêve du soi-je en ce moment. On serait des individus sans conscience. Voilà. Faut le préciser au passage. C'est comme dans le film Inception. C'est vraiment une intrication d'information comme dans un rêve. C'est-à-dire que nous sommes en ce moment le rêve du monde du soi-je. Alors peut-être c'est dur à comprendre, mais au fur et à mesure on essaiera de bien le mettre en évidence tout ça.
que ce soit à travers des modèles donc physiques, des modèles également de logos atomiques ou même la génétique de particules ou cellulaires. Là, on a une vue, on pourrait dire de dessus, de compréhension de ce qu'est cette intrication, et vous voyez bien que ça n'a pas la même taille. Donc c'est pour faire comprendre et faire écho à ce qu'on a dit un petit peu juste avant, c'est que informativement, la boule de conscience du moi-je est très petite par rapport à celle du soi-je. Et les autres qui sont au-dessus sont des champs d'information qui réunissent d'autres soi-je, donc sont encore plus grands, etc. Donc là, on comprend bien la géographie, on va dire, là c'est l'aspect géographique de cet état de conscience. C'est un état de conscience qui se retrouve là formalisé dans cette figure. Alors pour poursuivre un dernier coup l'aventure, là on va faire très vite, le diaporama là, pour simplifier les choses de ce qu'on a vu avant, enlève le champ informatif. On va faire qu'avec des boules, donc on fait l'aspect génétique individuel, corporel, on va dire, d'une conscience. On est bien d'accord. Cette boule de départ qui est le fameux soi, qui va créer, qui va pas créer, qui va même émaner, émaner, il faut bien faire la distinction, qui émane des soi-je. Ces soi-je, là on refait la méiose, la mitose, on fait la chronologie de décomposition, un soi-jo et soi-ja. Donc on enlève les champs informatifs, on va beaucoup plus vite, et là on passe directement, le soi-ja et le soi-jo projettent eux-mêmes ce rêve, cette projection, donc cette émanation d'eux-mêmes qui est le moi-jo et le moi-jao. Et on arrive directement au tableau qui vous fait comprendre cette espèce de dichotomie des domaines et dichotomie des genres. Donc on a le féminin et le masculin, là on l'a formalisé, c'est le code couleur qu'on donne, là on va expliquer le code couleur. On a mis le féminin en clair, et on a mis le domaine avec deux codes de couleurs différents. C'est-à-dire le domaine du soi-je est sur le rose violet, et le domaine du moi-je est sur le bleu clair ou le bleu foncé. On a nos 4 entités qui jouent dans ce grand principe. Et vous aurez bien compris que le domaine du moi-je, c'est notre univers, celui qu'on voit, c'est-à-dire quand on prend un télescope, les étoiles, les galaxies, ce que vous voyez sur Terre, les planètes, ou même les individus que vous croisez, voilà. C'est le domaine du moi-je. Et c'est pour ça que là aussi, on aura l'occasion, je le dis juste en passant, parce que c'est intéressant, on saura quelle est la nature des extraterrestres qu'on va croiser. Et ça, on fera bien sûr un épisode complet là-dessus. Vous comprendrez qu'il y a des extraterrestres qui font partie du domaine du moi-je, mais il y a une conscience extraterrestre qui est du domaine du soi-je, qui n'a rien à voir. Et ça, faudra bien le comprendre. On le précisera. Donc, on a notre code couleur qui est planté sur ce tableau. Tout ce qui est dans la matrice ici, dans cet univers avec cette physique anthropique, c'est le domaine du moi-je. Et le domaine du soi-je, pour l'instant, mais vous ne pouvez l'avoir que dans votre imaginaire, puisqu'il n'est pas accessible du tout ici. C'est la métaphysique, on est bien d'accord. Oui. On va même préciser la sémantique de tout ça. Alors on a voulu l'individualiser, puisque c'est très abstrait une boule. On en avait déjà parlé dans d'autres émissions. Imaginez qu'on soit tous des boules, on se reconnaît pas, c'est pas génial. On a voulu faire une compréhension du modèle avec une représentation personnifiée. Et là, on a fait des petits bonhommes, et vous allez comprendre pourquoi le code couleur colle avec le genre et le domaine. Le féminin soi-ja est précisé avec son code couleur rose, mais comme il fait partie du domaine du soi-je, il n'a pas la même bouille, il est plus fin, on a affiné des choses, donc on l'a représenté plus fin que la moi-ja là, qui est donc plus ronde, qui est domaine du moi-je. Le moi-je aussi, il est rond. Et évidemment, puisqu'ils sont dans le même domaine, et ils sont tous les deux très ronds. Donc la version affinée, c'est la version, voilà, ils sont plus lourds, évidemment. C'est ce qu'on a voulu formaliser. Il y a de la pesanteur ici. Il y a de la pesanteur, voilà. Ils sont plus ronds, ils sont plus lourds, et ils sont mignons aussi. Mais ils sont peut-être un peu plus disgracieux. Faut bien le dire. Ils ont encore des poils à des endroits où il faut pas. Voilà. Et tout. Le soi-je est plus affiné, voilà. Code couleur, le soi-je sur les tons roses est plus affiné, et le moi-je dans les tons bleus est beaucoup plus lourd, pour pas dire plus prégnant. Alors, c'est là où ça devient un peu difficile. Il faut expliquer après pourquoi on va créer 2 autres personnages. C'est que pour les prochains épisodes où on va parler de beaucoup de choses diverses et variées, malheureusement on va pas à chaque fois se trimballer 4 personnages. Donc on a voulu faire une dichotomie cette fois-ci transversale en expliquant que intellectuellement on va faire une réduction. C'est-à-dire que ça n'existe pas, le soi-je et le moi-je n'existent pas. Il y a que des soi-ja, des soi-jo, des moi-ja et des moi-jo. Mais nous, côté pratique, pour pouvoir évoluer intellectuellement avec facilité, on va dire que très souvent,
quand ce sera nécessaire, et ça le sera souvent nécessaire, on va faire du réductionnisme en disant que on va évoquer les interactions entre le monde du soi-je et le monde du moi-je. Donc on va parler des domaines. Après, il n'y a que quand on parlera de spécificité sexuelle qu'on rentrera dans la spécificité du féminin et du masculin. Mais c'est pour ça qu'en général, on va plutôt parler du soi-je et du moi-je, mais qui, on le précise bien, n'existe pas. Ça n'existe pas, cette forme, hein. Il y a que des genres et des spécificités individuelles. Mais pour côté pratique, donc, on fera un résumé. Domaine du soi-je, voilà, on le voit bien, on le comprend tout à fait, et le domaine du moi-je. Et en code couleur, vous l'avez compris, on a mixé le violet et le rose sur le soi-je, et le bleu foncé et le bleu clair sur le moi-je. Voilà, donc ce sont des entités mixées qui en gros sont archétypales, hein, c'est nos archétypes à nous sur cette compréhension-là. Et pour bien relier à ce que nous disions juste avant, faut bien prendre conscience que le domaine du soi-je, c'est l'absolu, c'est pas la règle de la relativité d'Einstein, c'est la règle de l'absolu sans nom. Et au-dessous, donc dans le monde du dessous, qui est venu s'intriquer avec son champ d'information inclus dans le champ supérieur, on a le champ relatif. On est bien d'accord. Alors on le formalise évidemment avec les deux champs, et ces deux champs, vous vous en souvenez, ça a une importance, ils sont perpendiculaires. Et vous imaginez bien l'évolution qu'ils ont un par rapport à l'autre. Deux champs perpendiculaires qui sont intriqués avec de l'information intriquée, mais grâce à un cycle. Puisqu'il y a une conscience mouvement, ouais. Voilà, un mouvement qui induit donc un cycle. Alors il n'y a pas qu'un mouvement, hein, il y a un mouvement pour chacun et avec d'autres. Et dans chacun, voilà, il faut bien le prendre en conscience dans votre mental, tout ça pour pouvoir comprendre l'utilité évidemment du principe mécanique et des cycles. Pourquoi il faut des cycles. Donc ce domaine de l'absolu du soi-je, on va dire, il est horizontal. Et le domaine relatif, donc informatif du moi-je, il est vertical. Hein. Faut bien comprendre ça. Ça nous fait passer sur la diapositive suivante à une compréhension de ce que le monde du moi-je ne peut pas comprendre le monde du soi-je, puisqu'il est inclus dedans. C'est comme quelqu'un qui serait en 2D et qui vivrait dans un monde en 3D. Il comprend pas ce qui se passe. Mais là, c'est ça. C'est comme si on était dans la 3D. Oui, c'est les limites qui font que la compréhension ne peut pas être totale sur un champ plus important et en plus qui n'est pas dans le même sens. Et là où par contre il faut s'arrêter sur, on aura l'occasion d'en reparler, sur certains qui font des projections en physique, certains physiciens disent oui mais on peut pas comprendre des choses parce que on est nous dans la 3D et la 4D donc on l'aperçoit pas comme il faut. C'est pas un problème de capacité interactive, hein. C'est un problème d'angle de vue. Enfin, on aura l'occasion de mieux le préciser. C'est pas que d'un coup on va voir des choses différentes, pourquoi les soucoupes volantes se déplacent différemment, etc. Physiquement, il y a une belle explication à tout ça, et c'est pas une histoire de, je le répète, de non-capacité. On n'est pas dans la problématique des hypersphères, des hypercubes, donc des hyperformes, puisque ça, justement, c'est de la projection mentale. Donc ça, il faudra bien le régler, ce problème. Là, c'est assez pointu. Peut-être que quelques personnes qui vont comprendre cette chose-là, mais on ira en détail dedans, mais c'est important de le dire au passage. La compréhension de la 3D à la 4D, c'est pas un problème de capacité mentale. C'est un problème d'angle psychologique. Et on aura l'occasion de comprendre et de bien prouver pourquoi. Tout ça, ça va s'éclaircir évidemment dans les prochains épisodes. Mais là, on a voulu le formaliser en mettant un petit bonhomme. Là, le fameux moi-je, il est horizontal. Il comprend pas la structure de ce qui est dans l'autre sens. Mais en plus, il est très petit par rapport à l'autre. Hein. Est-ce qu'on comprend à travers ce... Enfin, je pense, oui. C'est fait beau. Et dans cette autre vue de l'esprit, puisqu'on peut vraiment l'appeler une vue de l'esprit, c'est la réalité de la chose. C'est-à-dire que le soi-je, le monde du soi-je, a une vue d'esprit dans le moi-je, mais le moi-je doit à un moment être aidé dans le scénario par le soi-je, c'est ce qu'on appelle l'apocalypse en gros, pour comprendre qu'il est le soi-je. On arrive à faire le Ouroboros là, hein, c'est un peu compliqué évidemment, mais bon, on essaie d'avancer dans ce modèle. Si vous ne captez pas tout, on va le représenter puis on va l'affiner. Au final, la question qu'on pourrait juste poser pour terminer, c'est quelles sont les interactions, c'est ce qu'on va développer dans les vidéos futures, c'est-à-dire dans tous les épisodes qui vont suivre. Grâce à ce modèle de compréhension, on va essayer de savoir quelle est la forme de l'espace-temps. Est-ce qu'il y a du temps ou pas, puisque c'est une grande question qui est posée. Quel est le rôle de ces cellules informatives qui sont différentes? L'effet Mandela, comment on peut l'expliquer avec ça? Vous allez voir, ça devient assez évident et assez simple.
Pourquoi il y a des voyants sur Terre? Et je parle de voyants, pas les voyants du tableau de bord. Hein. Des médiums. Voilà, des médiums. Des channels. Des channels. Pourquoi les phénomènes des synchronicités? Vous allez voir, ça s'explique super facilement avec ça. Pourquoi il y a l'astral? Pourquoi certains font des voyages astraux, etc. Donc ça, on va comprendre très facilement pourquoi. On abordera évidemment la notion extraterrestre. Je crois qu'il serait temps vraiment de mettre les pieds dans le plat pour bien expliquer que c'est pas tous les mêmes et qu'il y en a de différentes natures. Il y en a qui sont du monde du moi-je et d'autres qui sont du monde du soi-je. L'intelligence artificielle, alors là ça urge parce que finalement dans le scénario ça va très vite. Des vidéos qu'on a fait il y a quelques mois à peine, on se disait ouais ça arrivera plus tard et tout, mais en fait ça va très très vite. Hein. On voit que le scénario s'accélère, donc on va être obligé de parler très rapidement de ça. Hein. Et de tout ce qui se rattache à l'intelligence artificielle, tous ces concepts d'éternité à travers la matière et donc du transhumanisme. Donc l'intelligence artificielle nous fera rebondir aussi sur un sujet très important, c'est la marge de jeu que nous avons dans la matrice avec le libre arbitre. Est-ce qu'on a du libre arbitre? Certains pensent que non. Il y en a, si, mais il y a une certaine limite et on va les définir ces limites, on va bien comprendre pourquoi. On va parler de l'utilité des cycles aussi, et comment ça peut fonctionner et surtout la pertinence de tout ça. On abordera aussi le corps, la nature du corps, hein, pourquoi on a fait un avatar identitaire comme ça ici. Ça fait partie du champ informatif de ce qu'on doit comprendre aussi en conscience avec ce qu'on appelle l'ADN, hein, l'acide désoxyribonucléique. Qu'est-ce que notre ADN? Comment il est fait? Lui aussi, on va s'apercevoir qu'il a le même fonctionnement que la modélisation, en gros, de conscience qu'on vous a proposé. On parlera aussi de l'utilité des synchronicités, qu'est-ce qu'elles permettent pour la fin des temps. On parlera de l'exploration de l'endroit et l'envers, puisque vous avez compris que on a donc deux champs informatifs différents, et on verra même, là on l'a pas mis pour pas compliquer, mais il faut le dire au passage, l'astral est un champ aussi perpendiculaire qui émane du moi-je. Donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir absolument expliquer et qui sera assez révélateur de compréhension de choses qui sont dans le domaine pour l'instant de la métaphysique, hein, qui sont difficiles à appréhender. On parlera évidemment du féminin et du masculin, pourquoi l'amour, on reviendra à ce grand concept des flammes jumelles, et quel est le rôle dans la relation du soi-je et du moi-je, et aussi du plaisir de soi-je et soi-jo dans cette aventure qu'on vit dans la matrice ici, puisque eux sont hors matrice. Donc on définira tout ça. On parlera aussi de l'animal dans la matrice. Qu'est-ce que c'est que l'animal? Est-ce qu'il a une conscience? Pourquoi il est là? Pourquoi c'est très important d'avoir des animaux dans la matrice? Et que c'est très révélateur aussi d'une avancée de comportement dans ce qu'on y fait. Et on parlera aussi de l'eschatologie, puisque à la fin des temps, l'eschatologie, le scénario est là pour savoir si vous collez ou pas à la grande transition. Voilà, je sais que c'est long. Hein. Non, faut pas dire ça. Non, mais c'est vrai que tout ça, c'était long à expliquer. Après, vous aurez tout à loisir de regarder la vidéo du film de l'animation, en fait, du diaporama qu'on mettra à part toute seule. Si vous voulez, au moins, ce sera beaucoup plus résumé. Et c'est vrai que ça fait déjà pas mal à réfléchir.